Bonjour à tous et bienvenue dans ce 50e épisode. Bonjour Antoine Schwartz, comment vas-tu? Très bien, et toi, Kevin? Eh bien fabuleux, on aurait aimé que pour ce 50e épisode, c'est cet épisode anniversaire presque, on ait Sébastien Gros avec nous, qui malheureusement n'a pas pu se libérer pour être là. On l'excuse en cette fin d'année. Enfin, on l'excuse nous, mais est-ce que nos auditeurs l'excusent Ah après, non, au bah, bout je d'un pense moment, qu'ils vont faut être demander à eux, hein. intraitables. Ah non, ils vont être intraitables sur le sujet. D'ailleurs, si vous souhaitez que Sébastien quitte les tontons golfeurs, envoyez un en commentaire. Si vous Au souhaitez 36 que 12. Kevin Au quitte les 36 tontons golfeurs. 12, un numéro surtaxé, 1 euro l'appel, 2 euros le SMS. Oui, un peu plus cher, on a besoin de partenaires, donc si on peut mettre un petit zéro à droite aussi, hein. Bon, tous, j'espère que vous avez passé un super Noël et que vous préparez ce passage en l'an 2026 de la meilleure des façons. Vous avez, j'imagine, tous programmé des belles fêtes ou pas, ou si ce n'est pas le cas, vous avez encore une petite journée devant vous. Donc, j'espère en tout cas que vous avez passé des bonnes fêtes en famille. Et toi, ça s'est bien passé, mon Antonio? T'étais bien? Super, écoute, j'ai été gâté par le Père Noël, franchement, j'y croyais plus, et franchement, il est arrivé, il dit au pas de ma porte, et puis plein de cadeaux, donc merci beaucoup, et beaucoup de cadeaux Callaway aussi, par exemple, hein. Bah vas-y, tiens, justement. Bah oui, hein, Callaway a eu la chance de nous offrir des jolis cadeaux grâce au Père Noël. Donc Callaway, qui nous suit depuis le début de cette aventure, il est encore temps de faire des petits cadeaux sur leur site internet ou dans vos différents Pro Shops favoris. N'hésitez pas à aller voir ça. Et bien évidemment, la nouvelle gamme des putters et d'une qui est sortie il n'y a pas très longtemps et une nouvelle qui va arriver dans pas longtemps. Chut. Et un grand merci aussi à Golf Planet, où vous avez sûrement pu participer au calendrier de l'Avent et gagner plein de cadeaux. Donc un grand merci à Golf Planet, média digital totalement gratuit. Et n'hésitez pas pour 2026 d'avoir cette application sur votre portable. Et un grand merci aussi à Wally Club Maker pour toute son aide, pour tous les montages, pour toute l'équipe qui fait un travail, je sais qu'il leur prend du temps pour nous aider sur les tontons et nous soutenir. Donc un grand merci à toute l'équipe. Bon, c'était 50e épisode. C'est un épisode pour sortir de cet hiver vraiment en étant beaucoup plus fort, en étant un meilleur golfeur. Comment en profiter pour progresser dans ces conditions qui sont toujours plus compliquées, même si on a eu un mois de décembre plutôt clément malgré tout. J'ai un peu peur pour la suite, mais en tout cas, le mois de décembre a été plutôt clément, donc pas beaucoup d'excuses. Est-ce que c'était une période que tu aimais bien, toi, Antoine, quand tu étais joueur et maintenant en tant que coach aussi? Bah, c'est pas la période la plus agréable, on va dire, parce que si on recontextualise un petit peu les choses, on a quand même des parcours qui sont dans des moins bonnes conditions, pas mal de boue, du gel. C'est là où on risque de se blesser parce que du coup, beaucoup de gadou, on va dire aussi. Donc du coup, c'est vrai que c'est jamais très évident et on a souvent une baisse de motivation dans cette période-là, je trouve. Mais il faut se poser les bonnes questions, quoi. C'est de se dire, voilà, pourquoi il y en a certains qui progressent l'hiver alors qu'il y en a d'autres qui stagnent. Voilà. Je pense que dans une petite phrase, dans une situation sympa que j'ai trouvée, c'est que c'est pas l'environnement en fait qui fait progresser, mais c'est ce qu'on décide d'en faire. Donc je trouve ça vraiment intéressant et c'est vrai qu'on a la possibilité de travailler différentes choses l'hiver par rapport à une période estivale. Donc je trouve qu'il faut vraiment utiliser cette période-là comme étant un grand boost, pas non plus sur votre petit confort à être voilà, dans la vingtaine de degrés, etc., etc., mais de vous dire que si vous travaillez davantage dans ces conditions-là, je peux vous assurer que lorsque vous auriez en période estivale des conditions un petit peu plus difficiles, ça sera plus simple. Ouais, moi je pense que c'est au contraire, c'est une bonne période en fait pour remettre les choses en question, pour faire le point sur le golfeur que vous avez envie d'être à la reprise, on va dire, des compétitions, à la reprise même juste des parties avec vos potes, parce que souvent c'est une période où on joue un peu moins. Et c'est le bon moment en fait de se regarder en face et de se dire ouais, est-ce que je suis content de ma saison 2025? Est-ce que j'aspirais à mieux? Est-ce que j'ai respecté les différents points que je voulais mettre en place? Si je ne l'ai pas fait, pourquoi? Est-ce que c'était trop dur? Est-ce que j'ai été trop ambitieux sur mes objectifs, sur ce que je voulais mettre en place cette année et j'ai pas réussi à le tenir? Il faut faire le point un petit peu sur tout ça. Je pense que voilà, on dit souvent les résolutions de la nouvelle
nouvelle année, mais c'est un peu ça en fait. C'est un peu le moment où il faut se dire, en fait, j'ai deux solutions. C'est soit je pose les clubs et je reviens en avril, mais il y a une chance sur deux quand même que rien n'ait bougé, et voire même j'ai besoin de quelques semaines pour me remettre dedans. Sinon, c'est maintenant en fait, c'est maintenant qu'il faut y aller, et c'est dur. Et il faut le faire de la bonne manière. C'est pour ça qu'on va essayer d'un peu de vous aider, parce que il faut quand même s'adapter aux conditions, il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter au fait que ça soit plus dur. Donc, faut pas y aller forcément avec des grosses quantités, mais il faut y aller. Il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut agir pour changer les choses. C'est maintenant qu'il faut avoir de la volonté, et c'est maintenant qu'il faut faire les efforts, même les plus petits. Et voilà, on croit, nous, tu vois, chez les tontons, on croit vachement aux petits efforts répétés. On en a parlé pour plein de choses qui deviennent ensuite des habitudes. Mais voilà, l'hiver, c'est vraiment plein de petits efforts mis bout à bout qui font que vous allez ressortir de cet hiver en étant un meilleur golfeur. Moi, je me souviendrai toujours l'année de c'était quoi, de mes 15 et 16 ans ou 16-17 ans, je sais plus. J'ai intégré le pôle espoir à l'époque à Dinard, qui était organisé par la fédération. Et c'était un premier hiver, si je peux dire, dans des conditions qui étaient assez compliquées. Parce que l'hiver, en tout cas à Dinard, je peux vous assurer qu'entre la pluie, le vent, le froid, je faisais pas le malin. Et on avait entre guillemets pas le choix que d'aller à l'entraînement, avec du coup cet entraînement qui était je crois 3 ou 4 fois par semaine. Je peux vous dire que j'ai jamais autant progressé dans des conditions venteuses que lorsque je me suis entraîné toute cette année à Dinard. Ça m'a permis de comprendre vraiment que d'habitude, là, sur un fair set où je pouvais à l'époque faire 140 mètres, je le prenais parfois pour faire 90 mètres ou 100 mètres en faisant des trois quarts de coups. Ça m'a énormément aidé, si vous voulez, à développer. Je comprends mieux ton plat coup de fair set. Ton plat coup de fair set qui fait 110 mètres, c'est pour ça alors. Exactement, c'est ça. Tu vois, j'ai perdu un petit peu en vitesse, mais bon. Donc franchement, je trouve que ces conditions-là, faut en tirer que du positif. C'est pas évident, je suis d'accord, mais autant des positifs dans le jeu que du positif sur la partie mentale. Encore une fois, c'est dur. On est dans une période qui est inconfortable. C'est accepter l'inconfort, parce qu'encore une fois, c'est vraiment cette partie-là qui vous permet de progresser. Si vous êtes tout le temps dans votre confort, vous n'allez pas réussir à passer des étapes qui sont primordiales. Donc c'est apprendre à rester concentré quand tout est imparfait, j'ai envie de dire, c'est surtout ça. Donc je pense que j'ai adoré cette année. Parfois j'avais envie juste de tout arrêter. Oui, je ne veux pas le dire, hein, c'est normal. Mais en tout cas, ça m'a appris énormément de choses, et c'est ce qu'on va vous partager aussi dans ce podcast, Kevin, parce que bien évidemment, ce froid, il n'est pas que en Bretagne, il est dans une grande partie de la France. Bon, dans le sud, bien évidemment, ils sont un petit peu plus chanceux, mais c'est sûr qu'il faut en tirer tout le bénéfice. On peut continuer sur la partie mentale que tu commençais à aborder, mais je pense que on va discuter d'abord de ce que ça peut apporter au niveau mental, et après on viendra sur la partie plus technique et différents secteurs de jeu. Pour le mental, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est le fait d'être dans l'inconfort, d'être dans vraiment des conditions qui sont difficiles, qui sont vraiment difficiles, où on se dit ouais, je prends pas beaucoup de plaisir. Et c'est là qu'on se forge un caractère, c'est là qu'on se forge un caractère autour de son golf en tout cas, qu'on arrive vraiment à se battre, à faire des 9 trous, parce que voilà, peut-être que 18 trous c'est peut-être un peu trop pour la période quand il fait vraiment froid, ou en fonction de vos parcours qui sont parfois forcément pas praticables, ou de manière peu profitable. Mais en tout cas, c'est maintenant que vous pouvez mettre des efforts, et mentalement, vous serez que plus fort quand ça sera plus facile. On le sait tous, hein, c'est des phrases assez connues, hein, de se dire quand l'entraînement est difficile, la compétition n'est que plus facile. Mais en gros, c'est vraiment ça, c'est de se dire que là, on joue dans des conditions extrêmes, et ça vraiment, ça vous aide à vous battre, à être concentré, à arriver à puiser dans vos réserves. Et ça, c'est très très bon pour pouvoir progresser mentalement sur un parcours. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, on peut chercher peut-être à faire un peu moins de quantité, mais beaucoup plus de qualité. Si jamais en période estivale, je ne sais pas, vous pouvez accorder le week-end, par exemple, une journée entière, essayez peut-être de vous faire une demi-journée, par exemple, hein. Donc cette partie-là aussi est extrêmement importante, parce qu'au bout d'un moment, le corps aussi a besoin de se reposer, hein. Le froid, ces conditions difficiles aussi baissent nos défenses immunitaires. Le but n'est pas non plus de se mettre
dans un état pas possible, mais de pouvoir en tirer le maximum dans des conditions complètement pas déconnectées, mais complètement normales vis-à-vis d'une saison. C'est comme lorsque vous vous retrouvez dans une période estivale et que vous avez une tempête de vent, ben, ça ne sert à rien de vous entraîner toute une journée ou pendant 2-3 heures au practice, encore plus quand le vent peut être dans une direction qui n'est pas forcément propice à la progression de votre swing. Donc vous pouvez tout simplement réduire la séance, passer sur une séance qui dure 30 minutes en travaillant essentiellement des balles basses, mais pas besoin de passer non plus trop de temps dans ces conditions-là. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les petits efforts. C'est qu'en fait, je pense que l'hiver, il faut être très présent sur beaucoup de moments, mais pas forcément des longs moments. Il faut vraiment essayer d'y aller très souvent, de garder le contact avec le golf tout l'hiver, mais ça ne veut pas dire d'y rester 3 heures ou 4 heures, même si vous le faites l'été. C'est vraiment y aller par petites touches, pour pas que ça soit non plus un calvaire, mais c'est hyper important d'y aller toutes les semaines au minimum, tout l'hiver, ou toutes les 2 semaines si vous avez si vous avez déjà l'habitude de faire que toutes les 2 semaines, mais en tout cas passez pas 3 semaines, un mois sans taper. Le problème c'est que vous perdez du temps, en tout cas vous progressez pas, mais vous perdez du temps, même si je pense que c'est aussi important de se servir de ces périodes-là pour essayer d'intégrer des choses même hors golf, sur le fait de faire beaucoup de mouvements à la maison au chaud ou en salle de sport, ou sur d'autres aspects que réellement que au golf. Mais en tout cas, pensez golf et réfléchissez golf au moins une demi-heure, 1 heure par semaine. C'est hyper important tout au long de l'année, mais aussi pendant l'hiver. Moi, ce que je te propose, Kevin, c'est qu'on puisse essayer de parler, si tu veux, de chaque secteur de jeu et comment le travailler dans ces conditions-là. D'accord ? Donc, on parle de tout ce qui est la partie, par exemple, indoor aussi à l'intérieur, mais essayons de voir aussi comment on peut le travailler à l'extérieur en s'adaptant, bien évidemment, à ces conditions un peu difficiles. Bon, et si on commençait par ton sujet alors, par le putting. Par le putting, la chose où les personnes s'entraînent le moins, où c'est considéré comme de la chance, bien évidemment. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est pas toi qui l'ai dit, mais j'ai vu ton petit sourire un peu là, et je sais très bien ce que certains de nos auditeurs peuvent penser, mais les vrais, ceux qui veulent progresser, savent que c'est ici où il faut faire des efforts surtout. Non, mais surtout l'hiver. Surtout l'hiver. L'hiver, c'est parfait pour faire du putting avec les tapis well putt on avait eu un épisode avec eux. Moi, c'est un super cadeau de Noël déjà. Vendre un tapis well putt, c'est facile. Quelqu'un qui aime le golf, s'il en a pas, vous en achetez un, le cadeau de Noël, c'est réglé. Et après, Antoine, qu'est-ce qu'on peut travailler, mais on peut tout travailler en fait. On peut tout travailler. Alors, c'est vrai qu'on va forcément être un peu plus vigilant sur le travail de performance. Pourquoi ? Parce que l'hiver, les greens sont beaucoup plus hauts, irréguliers. Avec l'humidité, ça crée quand même des reliefs un peu différents. Donc, on va avoir forcément ce facteur chance qui va être un petit peu plus important. On va pouvoir faire des bons putts, mais qui vont complètement sortir de la ligne à cause de cela. Donc, dans un premier temps, c'est aussi baisser ses attentes. D'accord ? Je parle du putting, mais ça peut être dans d'autres secteurs du jeu. On baisse les attentes en termes de performance. Mais on en profite pour pouvoir travailler, par exemple, la sortie de balle. Sortie de balle au putting, être sûr que votre balle, au moins, elle sorte dans l'axe de visée que vous avez déterminé. Et pour ça, vous avez des outils pédagogiques qui vous permettent de travailler ça. On en parlait actuellement de well putt. Vous avez un petit tapis de putting qui s'appelle le well stroke qui permet de travailler la mécanique de votre mouvement. Vous avez par exemple la possibilité d'utiliser 2 tees. Par exemple, si vous mettez l'exercice de Woods, nous en avions déjà parlé, 2 tees de part et d'autre de la face de club en positionnant la balle bien au milieu de ces 2 tees de telle sorte à ce que le putter passe vraiment entre ces 2 tees. Cela permet déjà de travailler le centrage de la balle. 2 facteurs importants, être sûr que vous centrez bien la balle dans votre face de club au moment de l'impact, et de 2, être sûr que votre balle sort dans l'axe de visée que vous avez déterminé. On n'a pas forcément, si vous voulez, besoin de se mettre dans des grandes distances à ce niveau-là, parce qu'on est toujours un minimum rattaché au résultat, je suis conscient par rapport à ça. Mais pouvoir travailler au moins cette sortie de balle déjà sur des petites distances, si vous voulez être sûr que la balle en plus rentre dans le trou. Après, si vous avez un petit peu moins d'exigence, vous pouvez très bien mettre votre outil pédagogique sur le green qui va être en relation avec ce que vous souhaitez travailler et commencer à faire un peu de répétition,
peut-être vers une direction, peu importe où ça va, mais essayez toujours, si vous voulez, dans ces conditions-là, d'être plus dans un travail de dosage en même temps que le travail de sortie de balle. Donc, acceptez juste que oui, les greens, malheureusement, ne seront pas forcément vos amis, mais j'ai envie de vous dire que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Tout le monde subit les mêmes conditions. Donc, à partir du moment où vous acceptez ça, bon, ben, c'est que vous aurez tout compris et surtout, c'est que ça vous permettra d'avancer par rapport à certains. Et puis, en l'occurrence, ouais, moi, je trouve que ça me fait mal de le dire, hein, mais c'est le moment pour faire une demi-heure de putting chez soi toutes les semaines. Vous avez un petit tapis, un petit truc, vous faites la sortie de balle comme tu disais, tu peux le faire de chez toi, c'est facile à mettre en place. Tu peux même mettre 2 verres si tu as 2 verres de n'importe quoi pour essayer de faire une petite porte pour travailler ta sortie de balle. Et ça, vous devez vraiment, c'est facile à faire. Enfin, honnêtement, c'est très facile à faire et vous verrez vraiment un vrai impact sur si vous l'avez fait tout l'hiver. Enfin, c'est vraiment, si vous faites ça toutes les semaines, vous verrez à la sortie de l'hiver, vous putterez mieux, alors vous aurez peut-être peu putté sur un vrai green. Exactement, un exercice auquel je pense là tout de suite par exemple, c'est de se dire que la majorité des personnes ont une petite tendance sur des greens lents à être assez court du trou. Et c'est par exemple de vous créer des exercices de putting avec un certain nombre de points, ou tout simplement l'objectif c'est de pouvoir dépasser le trou à chaque fois. Donc oui, on sera un peu moins, si vous voulez, en termes de résultats sur la balle qui rentre dans le trou, mais on va essayer d'être sur un exercice un peu de dosage par exemple. Donc il faut pouvoir aussi en tirer du meilleur de ce genre de problématique qui est malheureusement présent chez une grande partie de la France. Et à partir du moment où vous vous adaptez à ces situations-là, ben vous allez, je vous dis, progresser tellement plus rapidement. C'est surtout ça qui va vous aider. S'entraîner toujours dans ces conditions parfaites, malheureusement, il y a du bien, mais il faut aussi en tirer du bien dans ces conditions-là, quoi. Très bien. On va passer au chipping. Ah bon, on a fait que 3 minutes sur le putting, c'est parce que le putting c'est que 3 minutes par rapport au reste du jeu, Kevin? Non, s'il te plaît. Non, en fait, je n'ai plus rien à dire sur le putting. Ouais, le putting, non, mais on peut développer. J'ai déjà forcé le truc hein, quand même. Hein. J'ai dit qu'il fallait faire du putting une demi-heure toutes les semaines. J'ai dit d'acheter du well putt. Bon, alors, c'est le très très bon moment pour aller voir Antoine et mettre un programme en place. Parce que lui, il est en indoor, il est à l'intérieur et il lui reste de la place pour l'hiver 2027. Donc, si vous voulez prévoir votre hiver 2026-2027, c'est maintenant qu'il faut prendre des places. mais je le dis, à part si les conditions climatiques font que ça soit gelé, donc les greens impraticables, ou bien évidemment des greens qui sont sous l'eau, je ne fais jamais une séance 100% à l'intérieur. Je vais toujours à l'extérieur, même s'il y a un petit peu de pluie, même s'il fait extrêmement froid, parce qu'encore une fois, moi, je sais pas que je ne peux pas envisager une séance qui est 100% intérieure, parce que certains de mon collègues ont des structures indoor et ça leur permet quand même aussi de pouvoir travailler efficacement, mais j'ai vraiment envie de pouvoir travailler l'ensemble de ce secteur dans sa globalité. Et c'est vrai que les conditions à l'intérieur vont pas forcément avoir les mêmes sensations qu'à l'extérieur. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc quoi qu'il y ait dans une séance, je vais toujours à l'extérieur, effectivement, pour me mettre et pour se mettre plus dans ce moment d'inconfort. Bon. Kevin, je vois ton petit sourire sournois avec la tête qui fait comme ça. Donc non, je sens que les gens, ils sont déçus. Ils se disent, je vais aller au show travailler avec Antoine l'hiver, et ils se disent, oh là là, même lui, il va m'emmener dehors. Oh là là. Sauf si vous me soudoyez, si vraiment... Bon, on reste à l'intérieur qu'à l'intérieur. Il est très corruptible, je vous le dis, il est très corruptible. donc voilà, tu voulais parler encore du putting ou on peut passer à la suite, Antoine? Non, j'en ai marre du putting, c'est bon. Bon, le chipping, c'est un régal l'hiver, c'est un régal. Ouais. Le chipping, c'est vraiment, je pense, le secteur de jeu qu'il faut bosser l'hiver parce que ça vous met dans le dur. Et c'est là que vous allez vraiment passer des caps sur le chipping. Le chipping, on sait que c'est beaucoup le contact qui est difficile pour tout le monde. Et là, on est dans des conditions extrêmes pour avoir un bon contact avec des lies très différents, des lies gras, des lies dans la boue, des lies où parfois c'est trempé mais c'est ras. Enfin, on a vraiment tous les types de lies très compliqués et ça vous aide à vraiment développer vos compétences autour d'un green. Et surtout, je trouve que ça aide beaucoup à mettre en avant la bonne mécanique du chipping. Sur des lies plus dures, plus basiques, j'ai l'impression
que souvent vous avez déjà des solutions. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut faire beaucoup plus de choses. Il y a plus de marge d'erreur sur des lies un peu plus traditionnels, on va dire, balle un tout petit peu surélevée et avec un sol plus ou moins un peu dur. C'est facile, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile. Là, quand c'est gras, en fait, c'est bien plus exigeant. C'est le point d'entrée du club, le point de contact, il est beaucoup plus précis à avoir. Et c'est là que vous allez réussir à comprendre que on ne peut pas tout faire sur tout type de lie. C'est vraiment important de comprendre aussi ce shaft. Voilà, que plus le shaft il est en avant, donc plus vous avez les mains en avant ou plus vous avez la balle derrière et le shaft en avant, plus c'est gras, plus ça devient très compliqué en fait de contacter la balle et d'utiliser le bounce. C'est vraiment de plus en plus dangereux d'avoir un club qui risque de se planter et de creuser en fait le sol. C'est là où effectivement il faut que vous puissiez, je trouve surtout le chipping, je trouve que le chipping, la gratte au chipping, c'est quelque chose qui est vraiment horrible. La gratte ou la top, hein, mais je viens tout de suite par rapport à la gratte parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont sujets à cette problématique. Mais lorsque vous êtes dans ces conditions-là, par exemple, amusez-vous à essayer de varier un petit peu de l'ail, oui, mais surtout après de clubs pour voir si dans ces conditions-là, vous n'avez pas des clubs qui sont plus simples à utiliser par rapport à votre sandwich traditionnel. Je pense par exemple au petit coup roulé. C'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans des lies qui sont très mauvais, très, très boueux, est-ce que tu peux nous expliquer, Kevin, pourquoi par exemple, au lieu de prendre votre 58 ou votre 60 degrés qui est bien limé, pourquoi peut-être le 52, le pitch peut vous aider tout simplement à vous adapter à cette situation-là? Ah bah oui, mais même faire 9, allez, même faire 8. Pourquoi ? Parce que en fait, les clubs de votre série, généralement, c'est des clubs un peu plus larges et du coup qui ont plus de bounce naturellement. Donc déjà, le club va pouvoir plus facilement glisser sur ce sol qui est plutôt mou, comparé à un sandwich qui est plutôt une lame et qui va plutôt plus facilement rentrer dans le sol. La seconde raison, ça va être que comme on a un loft de club, donc un club qui est déjà plus fermé, qui va permettre de faire rouler, on va moins avoir tendance à mettre le shaft en avant. Comme on met moins de shaft en avant, on garde du bounce et on se retrouve avec un coup, on va dire, qui ressemble plus à un coup de putter, on va dire, qui est plus tangentiel avec le sol. Donc on va moins aussi aller dans la direction du sol. Tout ça mis bout à bout facilite vraiment le contact comparé à un sandwich. Alors après, il faut imaginer des points de chute différents. Il y a pas mal de solutions avec des drapeaux assez courts. Alors j'aime bien le montrer ça à mes élèves l'hiver, qui voilà, ils sont dans un lie un peu compliqué, ou même un peu une balle un peu enfoncée. On sent que ça va être compliqué. On a envie naturellement, on a peu de green, on a envie de la lever. On ouvre la face, mais on voit que quand on ouvre la face, on a le club qui est quasiment à la moitié de la balle. On se dit mais qu'est-ce que je peux faire ? Et devant, on voit que c'est encore de la gadoue. Mais en fait, testez. Prenez un fer neuf, faites un petit coup roulé dans la boue devant. Elle va rouler dans la boue et elle va aller sur le green. Faut pas oublier que vous êtes sur un chip compliqué. L'hiver, c'est très compliqué. Donc, essayez de trouver des solutions pour mettre la balle sur le green. Et puis, si elle est proche du trou, c'est encore mieux. Mais vraiment, essayez de construire de la confiance en loupant très, très peu de contact l'hiver. Et pour ça, il faut adapter un petit peu la technique et les choix de club. Oui, peut-être que le même chip en l'été, vous allez avoir un peu plus d'herbe, un sol un peu plus accueillant. Vous allez pouvoir ouvrir votre sandwich, faire un petit coup lobé et vous mettre à 50 cm du trou. Bravo, c'est super. Mais oui, c'est ce qui sera peut-être demandé l'été. Mais en hiver, si c'est la gadoue et que le coup ne peut pas être joué comme ça, acceptez de le faire autrement. Et il ne faut pas être dans « Ah ben non, l'été, je le jouerai comme ça, donc je vais le faire comme ça. » Non, vous n'aurez jamais ces conditions de jeu l'été. Donc, ça ne sert à rien de le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner à certains chips et à certains lies pour progresser aussi différemment pour l'été. Mais en l'occurrence, il y a des lies que vous ne retrouverez jamais l'été. Donc, ça ne sert à rien de se punir et d'essayer de faire un coup que vous ne ferez jamais.
Est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, je pense à cette période boueuse, oui, mais cette période où il peut y avoir pas mal de pluie, est-ce qu'il y a un intérêt à pouvoir jouer une balle un peu dans de l'eau fortuite? Alors, je dis pas une balle qui est remplie dans l'eau jusqu'à ras-bord, mais vraiment dans une partie vraiment où on sent que lorsqu'on fait des coups de sandwich sur l'eau, par exemple, enfin, l'eau part un petit peu, qu'il y a vraiment l'eau qui pourrait, si on veut, dans ces conditions-là, autoriser un free drop. Est-ce qu'il y a un intérêt, tu trouves? C'est une question qu'on se pose, enfin que je me pose, tu vois, qui me vient par rapport à ce que tu as dit, ou honnêtement, pas vraiment, vaut mieux rester dans des conditions normales de jeu, conditions hivernales normales. Alors, je dirais plus les conditions un peu de rosée humide, quoi. Après, c'est difficile quand ce que tu dis. Au fortuit, je pense que c'est peut-être à la limite où ça a un intérêt. Mais en tout cas, oui, déjà, je trouve que ce qui est super intéressant, c'est sur les coups d'essai, quand vous avez de l'eau. Parce que vous allez vraiment voir comment il faut faire rentrer votre club dans le sol, comment il faut aplanir quand même la traversée de votre club, tout en étant quand même vertical sur la montée et sur la descente. Il faut après aplanir votre point bas pour arriver à ce que ça ne se fasse pas une tranchée parce que c'est complètement gorgé d'eau ou trempé. Donc je trouve que c'est intéressant. Moi, je le fais pas mal sur le grand jeu, sur les tapis l'hiver. On en viendra après, mais c'est un peu la même chose. C'est quand ils sont mouillés, de virer l'eau en tapant des coups. Ça aide en fait vachement à travailler son point d'entrée et le contact que vous aurez avec la balle. Donc de taper en voilà, tous les petits centimètres, tous les 3-4 centimètres, vous virez l'eau, vous virez l'eau, vous virez l'eau. Et en fait, au chipping, je trouve que c'est un peu le même intérêt que vous pouvez avoir sur le fait que quand il y a un peu d'eau, un peu de rosée, d'arriver à comprendre comment votre club il peut glisser, il peut passer dans ces conditions-là. Et du coup, ça vous permet de trouver les bons ajustements pour après le tester avec la balle. Hmm. On va parler maintenant des bunkers. Cette situation où les bunkers, encore une fois, l'hiver, peuvent être un petit peu plus tassés. Donc, on peut se retrouver quand même sur une surface de bunker qui est beaucoup plus ferme. On peut avoir aussi des bunkers, du coup, qui ont tendance à beaucoup plus ploguer. On peut être vraiment dans deux extrêmes, je trouve, dans cette période-là. Moi, je trouve, encore une fois, que cette partie est intéressante parce que on va, même à nouveau, encore une fois, de toute façon, le cœur du sujet, si on veut l'hiver, c'est s'adapter par rapport à la situation, par rapport aux conditions. Et lorsque vous vous retrouvez par exemple avec des bunkers qui sont extrêmement tassés parce que oui, difficile d'entretien aussi l'hiver, ou du moins ça demande un entretien qui est quasiment quotidien, voire 4-5 fois par semaine pour pouvoir avoir des bunkers toujours impeccables. Donc on peut comprendre que tous les golfs aussi n'ont pas les moyens de pouvoir développer le personnel pour pouvoir rendre le parcours dans les conditions optimales, mais ils font avec le budget qu'ils peuvent. Et lorsqu'on se retrouve dans ces conditions, par exemple, le bunker est extrêmement ferme. Lorsque vous arrivez, si vous voulez, dans le bunker, à vous de vous adapter. On sait que lorsque le contact du club avec le sol est ferme, on va avoir un club qui rebondit. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans ces conditions-là, l'hiver, soyez vigilant peut-être de mettre un tout petit peu moins de vitesse par rapport à si le sable est un petit peu plus épais. Peut-être de telle sorte à jouer un petit peu plus avec l'inertie de la tête de club. Ça peut être quelque chose qui est intéressant. Et à contrario, si vous voyez que le sable est beaucoup plus dense, beaucoup plus humide, et donc du coup propice à avoir un club qui peut s'enfoncer vraiment plus rapidement, pareil, soyez vigilant par rapport à ça. Travaillez davantage votre point d'entrée du club dans le sable pour pouvoir vous adapter à cette situation. Ah ouais, mais c'est important ce que tu dis parce qu'en fait, en aspect, l'hiver, on peut avoir l'impression qu'ils sont tous tassés. Parce que Ouais. comme c'est mouillé, on a l'impression que c'est tassé. Mais en fait, si vous avez des bunkers le reste de l'année qui ont beaucoup, beaucoup de sable, vous verrez qu'ils sont juste tassés sur le haut, mais vous avez quand même beaucoup de quantité de sable. Donc c'était la deuxième option que tu disais, Antoine. Et effectivement, là, c'est intéressant au contraire, peut-être venir chercher des clubs un peu plus fermés de base que vous pourrez ouvrir, toujours dans cette optique de faire jouer du bounce. Mais en tout cas, le point d'entrée va être hyper, hyper important. Donc ça, c'est un bon entraînement. Ensuite, vous avez effectivement, quand vous avez peu de sable le reste de l'année, quand c'est l'hiver, généralement, c'est tassé. Et là, pour le coup, c'est hyper dur. Je veux dire, au niveau rebond, Du sol. du sol, vous risquez d'avoir un club qui rebondit, comme disait Antoine. Donc là, c'est là où vous ouvrez un peu moins la phase de club et vous mettez moins d'intensité. Et je trouve que là, par contre, vous avez un très bon exercice qui est en fait de faire des séances de chipping
d'un bunker comme ça. C'est-à-dire que vous avez un sol du coup qui ressemble un petit peu au sol gras qu'on peut retrouver, qui est un peu mou, mais quand même un petit peu tassé. Et en fait, voilà, vous pouvez faire des séances de chipping dessus. Ça, c'est un super exercice de point d'entrée et de gestion du point bas de votre chipping, qui est hyper intéressante. Et on en avait déjà parlé pendant les bunkers. Je crois qu'en plus, on l'avait peut-être fait qu'ensemble. Je crois l'épisode sur les bunkers aussi. Où toi, tu avais tendance, Antoine, à jouer beaucoup les longues sorties en prenant en fait juste moins de sable avec une face square. Et moi, ce que je disais, c'est que c'était quand même plus simple pour la plupart des gens. Et moi, je les joue souvent comme ça, en prenant justement la même quantité de sable que d'habitude, mais en jouant sur un club plus fermé qu'on ouvre un petit peu pour venir en fait compenser un petit peu cette perte cette distance qu'on veut, pour compenser le fait qu'on veut aller un peu plus loin plutôt que de prendre moins de sable. Mais en l'occurrence, là, on se reproche beaucoup de la manière dont toi tu fais les longues sorties de bunker, on va dire entre 20 et 30 mètres. Et ça, vous pouvez vous entraîner l'hiver, vous pouvez en profiter dans les bunkers, vous pouvez passer du temps. C'est sympa l'hiver, vous êtes dans votre bunker, vous faites du chipping, vous faites des vraies sorties de bunker, vous faites plein de choses. C'est le moment de passer beaucoup de temps là-dessus pendant que vous allez moins sur le parcours. Et j'ai envie de dire peut-être baisser un tout petit peu plus vos exigences lorsque vous allez vous retrouver avec du sable qui est tassé plutôt qu'il n'est pas tassé. Parce qu'il y a forcément certaines sorties de bunker qui vont être pas injouables, mais si vous avez un sol qui est dur comme de la pierre et avec un drapeau qui est court, pensez pas que vous allez réussir à mettre la balle qui va être donnée. Malheureusement, dans ces conditions-là, vous allez vous retrouver au deuxième coup ou troisième coup ou autre qui va être assez loin du drapeau, mais vous vous adaptez tout simplement à cette situation-là. Donc il faut aussi, encore une fois, rebasculer vos exigences vis-à-vis de la situation, mais cela n'empêche que, encore une fois, dans un bunker ou au chipping, ce qui est primordial, c'est le travail du contact, et dans ce qu'on vient de vous dire, ça a tout pour vous aider à optimiser cette partie-là. Moi, c'est vrai que pour les bunkers, si vous allez sur le parcours et que vous faites un petit peu de scoring, etc., moi, je suis plus d'avis quand même de ratisser et de faire un peu, de mettre la balle à peu près correctement, ou sinon vous ne faites pas de performance. Mais c'est vrai que de temps en temps, l'hiver, vous avez des bunkers sont dans un état, c'est pas possible en fait. Comme dit Antoine, il y a des options qui sont plus possibles sur des drapeaux courts où vous pouvez plus me la mettre proche. Vous avez une lève devant vous, un drapeau court. Et le sable, il est trempé dur en descente. Enfin, ça sert à rien, quoi. Donc moi, je suis d'avis, et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on faisait plutôt l'hiver, c'est que souvent, on ratissait, on la faisait rouler pour être dans des conditions un petit peu plus optimales, on va dire, si on était dans la performance. Après, si on a envie juste de travailler comme ça, oui, on peut la laisser, mais vous ne faites pas du mal sur votre confiance. C'est quand même le moment de l'année où il faut essayer de construire cette confiance, il ne faut pas la détruire. Ouais, bien sûr, comme tu dis, c'est qu'à chaque fois qu'on est sur le parcours, nous on était là pour faire de la performance et à la limite quand on allait sur le parcours avec notre coach et qu'on voulait remettre quelques balles juste parce qu'on testait des choses, c'était complètement différent ou du moins ce dont tu viens de parler, on le faisait à l'entraînement surtout, tu vois, pour vraiment développer nos habiletés autour des lies. Mais oui, si vous êtes plus dans un esprit performance, effectivement, c'est mieux de ratisser, de faire rouler et puis voilà quoi. Ok, on va passer sur le grand jeu. De façon générale. Moi, ça me passionne pas, mais vas-y. Hein. C'est rien le grand jeu. De quoi vous me parlez? C'est la moitié des coups. Non, c'est moins que la moitié des coups par rapport au putting. Mais ça dépend pour qui. Hein. Si on met 6 coups ou 7 coups pour arriver au putting, c'est quand même embêtant. Ok, vu comme ça, très bien. Ouais, attends, t'as quand même beaucoup. Tu vois, moi, pour poser la question quand même aux élèves la première fois qu'ils viennent à un cours de golf, je leur demande un peu. J'ai une liste de questions que je leur fais pour savoir un peu les connaissances qu'ils ont sur leur jeu, mais aussi pour moi, pour avoir quelques infos. Et souvent, c'est quand même rare qu'on me dise que leur point faible, c'est le putting. Souvent, les gens, en fait, perdent beaucoup de points sur le grand jeu et en fait ils en perdent aussi au petit jeu, au putting, mais comme la balle elle est sur le green, etc., ils se disent bon bah au pire je fais 3 putts, tu vois, mais au final c'est vrai que tu fais pas 8 putts, tu vois ce que je veux dire, alors qu'au final si tu mets pas un drive, tu peux mettre 4 drives, tu peux mettre 6 coups pour derrière, et en fait les gens se rendent pas compte, et c'est au fil du temps qu'ils progressent
qui se rendent compte en fait de l'importance du putting. Donc c'est pour ça que même au début, oh là là, ça me fait mal de dire ça, mais même au début, quand vous avez l'impression que le putting a peu d'impact sur votre score, il faut quand même avoir une routine d'entraînement au putting. Justement, les petites choses, c'est un ou deux entraînements, un ou deux petits exercices que vous aimez bien et le cultiver parce que sinon vous allez progresser au grand jeu, vous allez devenir des champions du grand jeu et du practice, et puis en fait vous n'arriverez pas à scorer et vous allez dire ah bah non, bah maintenant il faut que mon putting il progresse, mais ouais, mais vous aurez pris tellement de retard qui aurait pu être comblé par une petite demi-heure de putting de temps en temps, donc c'est dommage. Donc vraiment vous dire j'ai une petite routine de putting et dès le début je la mets en place. Tu vois, moi, dès le début, je leur dis du dosage de sortie de balle, tu vois, des trucs assez basiques. Et voilà, et tu fais ça. Et même si tu passes beaucoup de temps sur ton grand jeu, bah, tu fais quand même du putting. T'es content, Antoine ? Je suis très content. Bon, alors en quoi l'hiver peut t'aider à progresser? Enfin, l'hiver, conditions, encore une fois, boueuses, humides, compliquées, peuvent te faire progresser. Et comment tu optimiserais ça sur la partie grand jeu? Alors, la première chose que je dirais, c'est quand même que c'est la période où on joue le moins sur le parcours, où c'est la période où c'est le plus facile de mettre des choses en place pour faire progresser son grand jeu. On peut plus facilement arriver à accepter 2-3 mauvaises séances ou des séances où on n'est pas à l'aise, où on n'est pas au top de notre confiance sur ce qu'on est en train de faire parce qu'on essaye de mettre quelque chose en place. Donc je pense que c'est quand même une période où il faut se dire, voilà, si j'ai envie de mettre quelque chose en place, c'est maintenant, c'est pas au mois d'une semaine ou 2 semaines avant les compétitions. Donc les personnes qui ont vraiment envie de progresser et de faire une reprise golfique, je ne vais même pas parler de la performance, mais une reprise golfique avec des nouvelles compétences ou un swing qui s'est construit différemment, qui s'est amélioré, où on a essayé d'enlever, et parfois on n'y arrive pas, mais arriver à enlever certains défauts, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc déjà, première chose, c'est mettre un plan hivernal que vous tenez, peu importe qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, froid, etc. Ensuite, sur la partie conditions, par rapport au fait que ça soit gras, bah, même chose un petit peu que le petit jeu, très très bon exercice pour le contact. Ça va mettre vraiment en avant des injustesses de contact, notamment quand vous faites des grattes. Donc du coup, pour moi, c'est une mise en garde que vous n'avez pas, par exemple, sur un tapis. C'est-à-dire que si vous tapez tout l'hiver sur tapis, vous pouvez presque développer en fait le fait de faire des petites grattes sans vous en rendre compte, quasiment. Et si vous allez sur le parcours, bah, moi je trouve que c'est bien en fait de garder le contact avec le parcours l'hiver et de aller faire 9 trous et vous regardez un peu la production. Vous regardez, vous dire ah tiens c'est bizarre, je fais quand même beaucoup de grattes alors qu'au practice je ne l'avais pas identifié, ou beaucoup de top, ou beaucoup de... Peu importe. Mais en tout cas c'est important d'aller se tester un petit peu l'hiver et notamment dans des conditions extrêmes on va dire de sol quand même qui est beaucoup moins accueillant. Moi, j'ai un point qui me vient quand même, et Kevin, tu vas confirmer par rapport à la vigilance. C'est vrai que j'imagine, par exemple, je me retrouve dans des conditions qui sont assez boueuses, assez glissantes, pour pouvoir travailler, comme tu dis, mes contacts. Moi, dans ces conditions-là, j'ai l'impression que le fait de vouloir un peu travailler mes appuis dans des conditions un peu glissantes, ça peut être néfaste. Dans le sens où je risque, en montant le club, d'essayer de me focaliser sur de pas trop glisser. Et à ce moment-là, je risque de modifier un petit peu ma mobilité. Tu vois, cette image de mon bas du corps est figé dans le sol. Je monte juste mes bras pour faire le backswing et je vais pas créer de rotation. Je sais que cette image-là, moi je me souviens avoir travaillé un petit peu sur ça et j'avais pas eu forcément ces bonnes sensations parce que du coup je me limitais en termes de rotation et j'utilisais que mes bras. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que nos auditeurs peut-être peuvent comprendre. Donc je trouve qu'il faut être vigilant aussi sur ça parce que ça peut avoir un côté problématique, c'est-à-dire que vous devez pouvoir utiliser ces conditions-là, les optimiser dans les meilleures conditions, mais vigilance non plus de les utiliser de la bonne façon. Parce qu'effectivement, si jamais vous voulez travailler vos appuis, mais en même temps vous vous figez complètement et vous n'êtes pas fluide, ça reste quand même le cœur du swing de golf, la fluidité quand même. Donc, ça, c'est sujet important, c'est l'équipement. Hein. On a déjà fait un épisode sur l'équipement dans les différentes conditions, mais là, c'est chaussures à crampons.
L'hiver, si vous restez avec vos baskets, avec les petits spikes en plastique, là, L'horreur, ouais. là, c'est l'horreur. Et effectivement, vous vous retrouvez beaucoup dans ce que dit Antoine sur le fait que vous essayez de bloquer les jambes et les pieds pour essayer de ne pas vous mettre en déséquilibre. Et je pense que c'est d'autant plus vrai plus vous avez des swings avec beaucoup de force dans le sol. Moi, j'utilise beaucoup le bas du corps. Je suis très gêné sur ce sujet que tu disais, Antoine. Donc moi, j'essaye vraiment d'avoir les crampons neufs pour aborder l'hiver, pour être sûr d'avoir une prise au sol et de la sentir. Il y a des personnes, par exemple, des personnes beaucoup plus grandes et qui utilisent beaucoup plus des leviers, on va dire, d'amplitude, vont être moins sujets à ça. Donc ça dépend un peu les types de swing. Il y a des personnes qui sont plus sujets à ça que d'autres. Donc vraiment, quand on utilise vraiment le sol dans son swing et beaucoup le bas du corps, il faut vraiment être très vigilant sur être bien équipé au niveau des chaussures parce que sinon, effectivement, vous faites comme dit Antoine, vous montez et vous descendez les bras sans aucune rotation et surtout sans aucun transfert de poids. C'est le transfert qui fait vraiment peur dans le fait de glisser, quoi. De fait de glisser et de perdre d'équilibre, ce qui arrive quand même assez rarement, mais du coup, vous ne le faites pas. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est le Est-ce que sujet sur le... de faire attention aussi. Attention, quand vous faites 9 trous, parfois, il y a peut-être des endroits où vous passez toute l'année avec votre chariot ou en portant votre sac où il ne faut plus passer. C'est un truc un peu bête, hein, je dis, mais il y a beaucoup de personnes qui chutent quand même, qui tombent sur les parcours. L'hiver, qui peuvent se faire très mal. Tu peux te faire vraiment très très mal en descendant d'un départ, par exemple. Voilà, s'il y a des petits escaliers, ils sont là pour ça en fait. Le reste de l'année, peut-être que vous les prenez pas. Là, c'est vraiment hyper important. Je dis ça, je passe peut-être pour un petit un vieux rabat-joie, mais en tout cas, faites vraiment attention parce que si vous glissez, vous tombez sur le dos, sur le coccyx, vous pouvez vraiment vous faire très mal ou casser le bras. Enfin, tu vois, c'est des choses qui vont vraiment très vite. Ouais, exactement. Est-ce que sur la partie driving, il y a quelque chose qui peut être à travailler d'intéressant, notamment, je ne sais pas, est-ce que en allant directement sur le terrain vis-à-vis de ces conditions-là, est-ce que varier un petit peu la trajectoire, est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas, qui peuvent être pour toi assez pertinentes sur ça? Alors oui, je vais juste finir sur la partie plutôt mécanique de l'hiver et pour aller plus spécifiquement après sur le driving. Euh, quand on regarde le swing de la plupart des amateurs, c'est souvent avec des très peu de mains et beaucoup de corps à droite à gauche, de rotation un peu excessive dans la traversée, voilà, qui provoque les par-dessus, on en a déjà discuté, qui provoque des slices. Et en fait, l'hiver, quand vous avez 3, 4, 5 couches sur vous, bah, c'est encore plus accentué. Donc et vous allez voir, vous allez avoir du mal en fait à faire les mouvements de corps que vous faites d'habitude. Donc du coup, moi, je pense que c'est une très bonne période pour justement comprendre mécaniquement qu'il faut essayer de plus développer ses mains. Donc une fois qu'elles sont réchauffées, bien sûr, parce que vous allez me dire, oui, mais mes mains, je les sens pas l'hiver. Donc effectivement, une fois que vous avez récupéré vos mains, travaillez énormément vos compétences avec vos mains, la vitesse avec vos mains, parce que vous oubliez souvent que la vitesse, avant tout, elle vient avec de la vitesse de vos mains avant tout, avant le corps. Si vous allez le plus vite possible avec le corps et que vous allez avec des mains bloquées, vous verrez que vous n'irez pas loin. Donc c'est vraiment vous servir de l'hiver pour développer vos compétences avec les mains, votre vitesse avec les mains et des swings. Justement, comme dit Antoine, on a du mal à faire des rotations, des transferts. De toute façon, on a un peu de mal en hiver, plus par les couches que vous avez sur vous, où là, vous ne pouvez plus vraiment tourner. Donc, profitez-en pour essayer de vraiment développer cette vitesse de main et de ces contacts et la distance qui est faite vraiment avec les mains. Et je trouve que ça va vous aider en fait à avoir un meilleur swing et à avoir une meilleure mécanique en sortie d'hiver parce que vous aurez compris que voilà, c'est des mains qui travaillent avec du corps. Mais souvent chez les amateurs, vous voulez mettre beaucoup de corps et vous avez des mains qui sont pas assez développées, alors que vous entendez beaucoup chez les pros qui veulent mettre beaucoup de corps parce qu'ils ont déjà des mains très développées. Donc du coup, c'est pour rééquilibrer tout ça. Servez-vous beaucoup de vos mains l'hiver, essayez vraiment de développer, de faire bouger le club beaucoup plus avec vos mains, même si vous entendez souvent qu'il ne faut pas utiliser les mains, c'est faux.
faut juste en fait que ça soit adapté à votre corps. Et souvent, vous avez la plupart des amateurs, en tout cas, vous avez souvent un déficit sur la vitesse des mains et un corps qui joue pour le coup, qui joue beaucoup trop. Et chez les joueurs professionnels, c'est souvent l'inverse, ou les très bons joueurs, où ils ont des mains très actives et un corps qui n'arrive pas à suivre. Donc, essayez d'identifier quelle personne et quel golfeur vous êtes. Mais en tout cas, servez-vous énormément cette vitesse de main. Et notamment l'exercice que je disais tout à l'heure de virer l'eau qui est sur les tapis, ça vous aide à vraiment, voilà, vous restez quasiment pieds joints et vous faites des swings en essayant des demi-swings, là, en essayant de virer l'eau du tapis tous les centimètres carrés que vous pouvez faire. Et ça, vous allez voir, vous allez vraiment construire une vitesse de main et un contact beaucoup plus solide. C'est vrai qu'il y a une chose aussi dont tu avais évoqué tout à l'heure, qui est la partie un peu technique, mais plus du textile. Et ce que j'adorais, moi, dans ces conditions-là, c'est-à-dire que l'hiver, quand il fait extrêmement froid, on a beaucoup de couches sur nous, donc on se sent beaucoup moins souple, beaucoup moins mobile. Mais moi, ça me permettait, si on veut, dans ces conditions-là, d'avoir un point de vigilance encore plus important sur la mobilité, sur la rotation du corps. Parce qu'on sait que par temps froid, par fatigue, ce qui vous cause le plus de difficultés aussi, c'est commencer à jouer beaucoup plus avec les bras, à être beaucoup moins mobile, beaucoup moins rotatif avec les épaules, avec le bas du corps. Et le fait de sentir des couches, beaucoup de couches sur nous, on a moins cette bonne perception-là. Donc ça permet, si tu veux, de pouvoir davantage se focaliser sur ce point primordial qui est la rotation au backswing et ensuite au finish. Et je trouvais que c'était un exercice qui était dur, mais qui me permettait d'amener un point de vigilance supplémentaire. Donc ça, on en avait déjà parlé à l'époque avec mon coach Guillaume Biojo, parce qu'on était parti à Dallas et on s'est retrouvé la première journée dans les conditions où il faisait une vingtaine de degrés, et 2 jours après, il faisait moins 3 degrés, moins 8 en ressenti, parce qu'on a des gros changements. Et je me suis retrouvé à devoir prendre des affaires qui étaient pas si adapté que ça, parce qu'on ne pensait pas qu'il allait avoir une grosse tombée. Donc du coup, je me suis retrouvé avec une espèce de polaire qui était tellement mais épaisse, et je sentais plus rien. Et c'est là, il m'a dit, mais attends, mais au contraire, on va utiliser ces conditions-là pour pouvoir t'aider encore plus dans notre travail, et surtout qui est le fait, dans la majorité des heures, de diminuer un petit peu la rotation. Donc ça va te demander de sentir d'aller à l'extrême, si tu veux, en termes de rotation, pour que tu puisses vraiment bien le faire. Et après, effectivement, je trouve que lorsque tu te retrouves dans les conditions normales et que tu prends conscience de ça, tout de suite, ça te met beaucoup plus d'aisance et de facilité. Et justement, parce que toi, tu es plus dans la catégorie, donc quand je disais les deux catégories, dans celle des joueurs qui avaient beaucoup de mains et qui essayaient de développer du coup le corps. Donc voilà, donc vous voyez, Antoine, par rapport à ce que je disais avant, il est dans la catégorie entre guillemets qu'on voit plus souvent chez les joueurs professionnels et les bons joueurs, où lui, les mains, ça se fait naturellement, il l'a toujours travaillé, il a eu beaucoup de mains, il a toujours eu plus ou moins un déficit sur plutôt, alors pas mental comme beaucoup pensent, mais plus sur la partie, il m'a pas écouté, sur la partie si. T'as dit déficit. Tu m'as pas écouté. Il a toujours eu un déficit mental et t'as pas relevé. Non, parce qu'en fait, vous me charriez tellement, vous disiez tellement de conneries parfois que du coup, les choses pertinentes, je les garde, et les choses, j'écoute, mais ça paraît. T'as un esprit qui est déjà sélectif avec nous. Exactement, donc maintenant ça passe à côté, merci beaucoup. Et donc du coup, lui était beaucoup focalisé sur le fait d'avoir un corps qui suive justement ses mains, et donc de travailler beaucoup sa rotation. Et d'ailleurs, j'en peux plus rien que ça chez son image de coup d'essai. Ça fait 25 ans que je vois le même coup d'essai. À chaque fois qu'il va taper un coup, je le vois de loin, je le vois faire son coup d'essai, je sais, mais je peux le reconnaître de n'importe où, Antoine, faire son coup d'essai avec sa petite rotation. Bon, voilà. Ma petite rotation, ma grosse rotation. Ah oui, la grosse rotation énorme que tu as sûrement travaillé grâce à une grosse polaire à Dallas. Quel enfoiré. Donc, non, mais sur ce que tu disais par rapport plutôt au drive, sur le parcours, en tout cas les avantages du parcours, effectivement, je trouve que c'est une période où forcément on va taper moins fort. Il ne faut pas essayer en tout cas de compenser cette perte de distance qui est due à plein de facteurs, notamment comme on est couvert, le fait que la balle soit plus froide, le fait que les shafts soient plus froides, le fait que nos mains sont plus froides, le fait que l'air est plus froid. Enfin, tout ça amène à ce qu'on perde beaucoup de distance. Souvent, alors c'est une fausse règle, hein, mais je dis souvent que c'est je dis que c'est souvent 1 degré, 1% de vol de balle par degré.
Donc, tu vois, ça peut aller super vite. C'est souvent entre 1 et 2 clubs l'hiver. Et donc, du coup, vous allez avoir des parcours qui sont beaucoup plus exigeants. Donc, il faut s'en servir, de se dire, voilà, là, aujourd'hui, je vais avoir des parcours qui sont plus difficiles que d'habitude. Donc, je vais m'en servir. Si je veux faire de la performance, eh ben, je sais que je vais sûrement scorer moins bien que ce que je suis capable de scorer, mais je suis en train de progresser. Parce que d'habitude, ici, je tape drive pitch et que là, j'ai drive faire 7. Ou d'habitude, j'ai drive faire 7. Là, j'ai drive bois 5 et j'arrive pas au green. Et nous, on le travaillait beaucoup au Golf National l'hiver. Justement, on jouait beaucoup l'hiver. Il est dans des conditions qui étaient bien plus difficiles qu'un Open de France. Mais par des choses différentes. Parce qu'à l'Open de France, il y a quand même des positions de drapeau qui sont très difficiles. Il y a des endroits, des lies qui sont beaucoup plus difficiles. En tout cas, ce n'est pas les mêmes difficultés, mais en tout cas, on se retrouvait sur des conditions vraiment de parcours très difficiles, très exigeants. Et du coup, ça nous faisait beaucoup de bien quand on allait après voyager pour aller sur des parcours qui sont plus faciles et pour scorer. Donc ça, c'est hyper important. Et après, faire attention au fait que vous perdez souvent la balle, en fait, enfin, on perd souvent la balle l'hiver dans les roughs, soit à cause des feuilles, si vous avez des parcours avec des arbres, soit au fait que ça puisse se pluguer dans la boue, etc. Donc, ça développe et ça demande aussi de développer cette précision au driving de façon encore plus accentuée que le reste de l'année. Ouais, exactement. Moi, en tout cas, l'avantage maximum, je trouve, après, lorsqu'on sort de cette période-là, c'est que moi, j'ai l'impression que tout est plus simple, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on se retrouve après sur des terrains du coup qui sont beaucoup plus à l'aise, on a des distances qui sont moins longues. Moi, je trouve qu'en plus de ça, vis-à-vis aussi des difficultés physiques, on va dire, la fatigue, je trouve que j'ai une meilleure facilité à meilleure tolérance à la fatigue, on va dire. Et tu vois, toute cette capacité à performer, si on veut, dans les conditions difficiles en période estivale, je trouve c'est tellement plus simple après. Je me souviens encore des entraînements d'hiver qu'on faisait dans la région parisienne et ensuite quand on partait sur les premiers tournois au show, je trouve que c'est beaucoup plus simple, vraiment. Alors que lorsqu'on passe sur le contraire, lorsqu'on s'entraîne dans des conditions qui sont très agréables et ensuite tout de suite on passait sur des tournois où on se retrouvait dans des conditions qui étaient très difficiles, je trouve que c'était beaucoup plus compliqué dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que ça apporte tellement de belles choses et de bonnes choses d'être dans ces conditions-là l'hiver. Et puis je trouve que ça développe le côté plaisir aussi, c'est-à-dire que quand on partait, on était content en fait. T'arrives, t'es dans des super conditions, donc en fait t'arrivais en tournoi avec une pêche, tu vois, en étant vraiment content, en ayant du plaisir à te dire je vais aller jouer au soleil, c'était même une source de motivation tout l'hiver. Donc voilà, effectivement, hein, si vous avez la possibilité de faire une semaine ou 2 semaines pendant toute cette période-là, on va dire de décembre à mars à l'étranger pour aller jouer au golf, sans citer voilà, le Maroc, sans citer l'île Maurice où c'est un peu plus onéreux. Et tu viens de le citer quand même. L'Espagne, tout ça que je cite pas. Mais en tout cas, vraiment trouver des endroits, voilà, même le sud de la France, il y a des endroits où vous pouvez pratiquer dans des conditions un peu plus sympas. Pendant l'année, donc pendant cet hiver. Donc si vous pouvez vous faire plaisir avec ça et que vous en avez la possibilité, voilà, vous pouvez la saisir à cette période-là, c'est quand même très sympa. Ensuite, c'est vrai que y a aussi tout un travail, je pense, qu'on peut aborder, c'est physique, qui est une bonne période aussi pour mettre en place des choses sur le physique, de façon générale, que ça soit sur la force, sur de la prise de masse, sur du cardio, sur de la mobilité. Je trouve que c'est très intéressant de faire beaucoup de swing chez soi à vide, même sans club. Voilà, d'arriver à faire de la mobilité, de la rotation, de faire des mouvements de synchronisation entre le haut et le bas. Voilà, de penser golf, de faire du transfert pour ceux qui ont du mal avec le bas du corps, faire travailler son bas du corps quand vous êtes à la maison, devant une glace, de vous aider devant une glace à faire beaucoup de mouvements. Tout ça, c'est hyper
hyper bénéfique pour votre golf. Vous avez effectivement, pour ceux qui peuvent vraiment pas aller sur les golfs, aller sur tout ce qui est indoor. En plus, il y en a pas mal qui se développent partout en France. Donc, vraiment, aller faire taper des balles en indoor. Vous avez quand même beaucoup de solutions pour continuer à jouer au golf l'hiver et être performant à la sortie et en tout cas essayer de mettre des choses en place, quoi. Ouais. Et Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ça, voilà. Et je trouve que il y a beaucoup de personnes qui ont perdu un peu la motivation de l'hiver et se disent non, mais de toute façon, j'ai essayé pendant un hiver et puis j'ai pas progressé. J'ai même moins bien joué à la sortie de l'hiver. Du coup, je suis allé me mettre tout l'hiver dans le dur et ça servait à rien. Ouais, parce que vous n'avez pas optimisé, si vous voulez, ces conditions-là. On vient d'en parler sur tout cet épisode et ce sont des choses, comme tu dis, des discours qui sont assez fréquents. Mais après avoir écouté cet épisode, honnêtement, je ne vois pas comment vous ne pouvez pas progresser l'hiver avec tout ce qu'on vous a dit. Ce n'est pas possible. Et attention, il y a progresser et mieux scorer. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire Bien que c'est que nous, on vous aide à mettre des choses en place là de l'hiver pour en fait être un meilleur golfeur, être meilleur dans votre jeu de golf à la sortie de l'hiver. Après, malheureusement, le scoring, vous le savez tous aussi bien que nous, ça dépend tellement de facteurs, ça dépend de plein de choses et plein d'autres aspects, l'aspect mental, l'aspect aussi physique, l'aspect des routines, le fait aussi de prendre les bonnes décisions sur le parcours, la stratégie. Il y a tellement d'aspects que malheureusement, on aimerait vous dire si vous faites ça, vous allez forcément mieux jouer. Malheureusement, non, vous allez peut-être mieux taper, vous allez peut-être mieux chipper, vous allez peut-être mieux putter, mais vous n'allez pas forcément mieux scorer tout de suite. Par contre, c'est en mettant tout ça bout à bout, brique par brique, que petit à petit, oui, vous avez une chance de progresser. Si vous ne le faites pas, vous n'avez aucune chance. En tout cas, ou justement, si vous le faites ponctuellement, c'est de la chance. Et si vous construisez ça, et il faut oser, il faut que vous preniez des risques sur votre progression, il faut avoir confiance en vous. Personne n'aura confiance en vous autant que vous pouvez l'avoir. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous vous choisissiez et que vous disiez, voilà, moi j'ai envie de mettre des choses en place, j'ai envie de progresser. Et oui, peut-être que je vais finir dernier à la première compétition. Et c'est pas grave, j'aurais quand même fait un bon hiver, j'aurais trouvé des nouvelles compétences, j'aurais progressé, j'aurais compris des nouvelles choses. Et c'est avant tout ça, le golf, c'est d'arriver à progresser et à sentir qu'on s'améliore et qu'on a des nouveaux coups, des nouvelles choses. Et après, malheureusement, ça ne se met pas toujours en place tout de suite sur un parcours ou dans une compétition. Mais c'est grâce à ça que petit à petit, vous ne le voyez pas, mais vous progressez. Puis c'est un point par-ci, un point par-là, et un point qu'on entraîne un autre, et un 2, et un 3. Et après, vous jouez comme Antoine Schwartz. Là, il m'a écouté. Ah, tu m'as écouté là. J'étais à côté, j'ai eu mon nom tout de suite, ça a tout de suite parlé. Donc, voilà, cet épisode en tout cas qui vous a permis de comprendre que l'hiver n'est pas forcément axé sur négatif, mais au contraire, il y a beaucoup plus de positif que de négatif dans cette partie-là. Il y a une question auquel tout simplement vous pouvez nous répondre, ou tout simplement ou envoyer, c'est que qu'est-ce que l'hiver vous a déjà appris, voilà, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire tout simplement ce que ces conditions-là vous ont permis de mettre en place et également si le travail qu'on vous a dit de mettre en place porte ses fruits. On vous attend bien nombreux sur ces retours-là, mais en tout cas, profitez et tirez forcément beaucoup plus de positifs de ces périodes difficiles parce que je peux vous dire que c'est certainement peut-être celles-ci qui vous permettront de progresser, peut-être pas autant que si vous étiez dans les conditions optimales, mais au moins je peux vous dire qu'il y a toujours de la progression à aller chercher par ça. Voilà. C'est des belles paroles pour finir 2025 avec les tontons golfeurs. On espère que vous avez passé une bonne année avec nous, en notre compagnie, qu'on on a pu vous aider, qu'on a pu vous ouvrir la réflexion sur votre golf. En tout cas, on espère que vous vous êtes aussi amusés à nous écouter. Donc, un grand merci aux deux tontons, un qui n'est pas là et puis Antoine qui est avec moi. Donc, à Seb et à Antoine pour tous ces épisodes cette année. C'était très agréable pour moi. Remercie toi aussi, Kevin. Donc je vais remercier aussi au passage. Et en tout cas, non, c'était vraiment sympathique cette année. On espère faire plein de nouveaux épisodes en 2026 et mettre plein de
plein de nouvelles choses, et c'est espérer avoir de plus en plus de petites surprises à vous proposer par nos sponsors ou par d'autres occasions. On reste un petit peu discret là-dessus parce qu'on essaye de mettre des choses en place, mais on manque de temps, on est très sollicité pour beaucoup de choses. Donc du coup, on essaye de passer du temps sur le développement des tontons, et c'est grâce à vous parce que ça nous motive. Et parce que vous nous mettez plein de messages, on en a reçu énormément cette année, c'est de plus en plus, et c'est très très plaisant et c'est très encourageant de recevoir des messages. C'est des messages souvent très bienveillants, très sympas, en nous remerciant, pour leur progression, pour des choses qu'ils ont compris. Et ouais, c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ce partage. Donc merci à vous tous de nous soutenir, et ça nous donne envie de continuer à vous donner tout ce qu'on peut pour vous faire progresser dans ce jeu. Donc un grand merci à Wally Club Maker. J'en profite, c'est notre remerciement annuel aussi, mais un grand merci pour toute l'année à nos sponsors. Donc à Wally Club Maker qui nous soutient toute l'année, et pour tous les montages et pour tout ce qui moi m'apporte aussi au quotidien à Longchamp. Donc un grand merci à eux. Merci beaucoup à Callaway également, qui est présent nous dans cette aventure des tontons golfeurs depuis le début, et qui est aussi présent professionnellement pour Kevin et moi du coup depuis maintenant presque 5-6 ans. Donc énormément de projets. On est très content de pouvoir développer ce projet des tontons golfeurs avec eux, et qu'ils puissent nous aider dans cette démarche. Ça nous tient énormément à cœur. Encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder l'ensemble de leurs produits directement sur Defitting ou dans vos magasins favoris. Vous avez le site internet bien évidemment, et c'est encore l'heure de pouvoir faire des petits cadeaux de Noël. N'hésitez pas. Et j'en reviens une fois juste sur Wally Club Maker, qui a développé un nouveau site où vous pouvez faire vos montages. Donc il y a énormément de combinaisons différentes, c'est-à-dire que vous pouvez sur le site choisir la tête de club, choisir une quantité indéfinissable de shafts différents, votre grip, vos réglages, tout. C'est vraiment un nouveau site, on va dire, de composition de club très développé, que vous pouvez commander directement sur internet. Donc on en parlera sur un autre épisode un peu plus longuement, mais en tout cas n'hésitez pas à aller découvrir ça sur internet. Et un grand merci à Golf Planet, notre média digital totalement gratuit, que vous pouvez suivre sur le site web, sur l'application qui est gratuite, ou en vous inscrivant à la newsletter pour rien louper de toute l'actualité golfique et de la sortie des épisodes des Tontons Golfeurs. Un grand merci à Christian Couralet, qui est à l'origine de ce projet et cette collaboration. Donc un grand merci à lui qui nous soutient et qui nous aide, qui aide les Tontons Golfeurs. Donc voilà. Écoutez, on vous laisse là-dessus. Vous n'hésitez pas à nous mettre des 5 étoiles, des pouces, des likes, des messages, des commentaires, tout ce que vous pouvez. Vous pouvez nous contacter comme d'habitude à lestonsongolfeurs@gmail.com par mail. Vous nous envoyez ça sur les réseaux sociaux à @lestonsongolfeurs. On est partout, même à titre perso, vous pouvez nous contacter chacun, n'hésitez pas. Et on vous souhaite surtout un très bon passage en l'an 2026 avec une belle saison golfique qui s'annonce. Et un grand merci à tous pour vos écoutes. Salut Antoine. Merci beaucoup, une très belle fête de fin d'année à tous, et on se voit du coup l'année prochaine pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. Salut. Allez, à bientôt.